Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes amis, bon dimanche, un beau dimanche de septembre avec un programme bien chargé du côté de la Touraine et même à Tours, figurez-vous, où se tient dès aujourd'hui le mondial du fromage. La France accueille les nations fromagères et j'ai avec moi ce matin dans l'émission deux fromagers qui sont déjà carrément sur le pied de guerre. On va les attraper juste avant qu'ils se lancent dans le fromage. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Au téléphone depuis Tours, d'abord, j'ai avec moi Rodolphe Lemeunier qui est meilleur ouvrier de France fromager dans la région. Ça, c'est votre région, Rodolphe. C'est votre territoire de chalandise puisque vous êtes aussi au Hall de Tours, fromager au Hall de Tours. Exactement. Bonjour à tous. Troisième génération de fromagers sur la Touraine. Oui, carrément, sur les marchés et au Hall. Et avec vous, enfin en tout cas pas loin, Roland Barthélémy, qui est le patron de la Guilde des fromagers, fromager également. Alors on dit fromager affineur pour les deux, parce que maintenant l'un ne va pas sans l'autre quand on est fromager artisanal. Avant on disait crémier, maintenant on dit fromager affineur, ça a pris des lettres de noblesse. Bonjour Roland Barthélémy. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Très heureux à l'instant même. Il est 10h et quelques secondes et j'ai du mal à retenir mes 375 juges pour donner l'ouverture, le banc du départ. Oui, parce que mondial. C'est très gentil d'ailleurs, Roland, d'avoir pris le temps d'être avec nous quelques minutes pour expliquer ce qui va se passer à Tours aujourd'hui et les 2 jours qui viennent, c'est-à-dire 14, 15, 16, demain et après-demain, où se tient le mondial du fromage. Je le disais, la France reçoit les nations fromagères en quelque sorte. Alors Roland, vous êtes à la manœuvre dès ce matin. Rodolphe, on va en parler un peu plus tard parce que ce sera plutôt demain. Roland, vous avez un concours de produits. C'est un peu l'équivalent pour les fromages du concours général agricole, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de fromages à juger et à faire juger. Par qui d'ailleurs ? Alors justement, c'est le concours mondial aujourd'hui qui est un peu différent du concours général agricole qui a lieu à Paris où on ne juge que les fromages français. Ici, nous avons collecté de 32 pays 2000 variétés de fromages et de produits laitiers. Donc c'est fou ça. C'est absolument gigantesque. Il y a 90 tables qui sont alignées vraiment dans un hall magnifique. Et pour ce faire, il y a 375 juges professionnels qui viennent de 32 pays, je l'ai dit, et qui réellement sont affairés d'une façon et où la magie de la langue fromagère, prend le dessus. Et ça, c'est fabuleux. Alors on va en parler plus avant avec vous, Roland. Je vous garde quelques minutes, mais parce que c'est passionnant. De votre côté, Rodolphe Lemeunier, vous allez demain faire un concours. Alors là, c'est le concours des fromagers. C'est pas le concours des fromages, c'est le concours des fromagers, avec tout ce que ça comporte de savoir-faire et de sciences fromagères. Exactement, donc déjà on va commencer en fin de matinée, à 11h30, on va tous se retrouver au Hall de Tours pour faire les cours, les achats avec tous les candidats de produits frais. Oui. Donc déjà, et ensuite, lundi on va se retrouver avec presque une vingtaine de candidats qui représentent une quinzaine de pays. Quinzaine de pays. Alors, c'est intéressant parce que, Roland Barthélémy, vous me disiez 32 nations qui apportent leur fromage. On n'a pas cette notion, lorsqu'on est français, il faut bien le dire, un petit peu sur le sommet de la montagne fromagère, on n'a pas cette notion qu'il y a tant de pays qui fabriquent, qui produisent des fromages artisanaux ou industriels. Il faut rappeler, Roland, que le fromage, c'est d'abord une nécessité. C'était avant d'inventer le froid électrique, c'était le seul moyen de conserver le lait de chèvre, de brebis et de vache. Oui, parce que il y a une phrase qui est toute simple, qui est paysanne. Le lait, c'est le fromage, c'est la première conserve de l'humanité. Transformer un liquide en un solide.
Et de par le monde, on n'a jamais vu les grandes migrations où les humains se promenaient ou allaient vaquer ou partir là où ils voulaient sans être accompagnés de petits mammifères. Alors, le mondial du fromage, ce qui est extraordinaire, c'est que ça regroupe bien sûr les 3 grands laits, la vache, la chèvre, la brebis, mais beaucoup plus, Vincent, puisque nous avons en compétition une 40aine de fromages qui sont au lait de chamel, autant au lait de yak qui viennent du Tibet, et au lait de zébu. Et bufflone aussi, hein, avec les mozzarella de compagnie, j'imagine. Bien sûr. Et les bufflones, oui. Ah non, c'est ça qui est formidable, c'est cette diversité. J'imagine, puisque Rodolphe Lemeunier, lui, il est à la manœuvre avec les fromagers, j'imagine que les techniques de fabrication sont aussi nombreuses que les terroirs, pratiquement, Rodolphe. Oui, à peu près. On a quand même 5 technologies de fabrication des fromages qui restent les mêmes, peu importe le pays. Et ensuite, ce qui fera effectivement la différence, ça va être la petite touche du fromager, la nourriture des animaux, la bactériologie qui va être mise dedans, la manière dont c'est relavé, pressé, affiné. Rodolphe Lemeunier, vous qui avez été vraiment à la genèse de ce mondial tourangeau, c'est une manière de rappeler que non, sans avoir une hégémonie sur le monde du fromage, c'est la position de la France. On se souvient de la phrase de Gaulle qu'il est difficile de gouverner, on le sait bien en ce moment, un pays avec plus de 300 sortes de fromage, mais c'est une réalité, cette diversité, il y a que chez nous que... Alors, on peut partager ça évidemment avec les Italiens, qui sont une grande nation fromagère, et les Suisses, mais on a quand même une diversité qui est incroyable chez nous. Le gros truc qui se passe en France, c'est qu'on a tellement de terroirs différents. Je vous donne des exemples. Montagne des Pyrénées, différent de la Normandie, différent des alpages du Jura ou de Savoie, différent des terres méditerranéennes. Donc tous ces terroirs font qu'on a plein d'animaux qui se sont adaptés à ces terroirs. C'est un petit peu la théorie de Darwin, bien évidemment. Et ensuite, avec tout ça, les fromagers ont adapté leur technologie de fabrication. Et en France, on a vraiment la chance d'avoir tout plein de terroirs. Différent, par exemple, de l'Espagne, qui est un terroir beaucoup plus sec, différent du Portugal ou de l'Italie aussi. Et de la Suisse, où on est dans des terroirs de montagne. Pour se familiariser avec ce qui va se passer ce matin, Roland Barthélémy, vous disiez plus de 300 jurés qui sont évidemment issus des nations en compétition, puisqu'ils accompagnent certainement les équipes de producteurs de fromage qui présentent leurs produits. Alors oui, c'est exact. La seule grande différence, et une note qui est notable, c'est que les tables de juges sont attribuées en faisant absolument abstraction de producteurs qui pourraient juger leur propre fromage. Et donc ça, on y tient énormément. C'est particulièrement important. Alors il y a trois grandes médailles de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Oui. Alors Vincent, ce qu'il faut voir aussi, c'est que chaque juge dispose de 100 points. D'accord. Et les fromages les 12 fromages qui auront 100 points ou le plus proche de 100 points, vont se retrouver mardi matin, donc dans 2 jours, vont se retrouver en compétition. 12 fromages, il en restera 12. En finale, c'est une sorte de finale, en quelque sorte. Oui, c'est la finale. Oui, d'accord. 12 sur 2000 qui vont être jugés devant et par 12 juges suprêmes de 12 pays différents. Oui, mais alors, il y a quelque chose, j'ai du mal à comprendre, cher Roland, devant le nombre de fromages, devant le nombre de juges. Comment est-ce qu'on peut avoir des critères objectifs? Parce que c'est difficile de marier la chèvre et le chou, et c'est difficile de marier le roquefort et le cheddar, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut juger sur les mêmes critères des fromages aussi différents et aussi diversifiés, surtout quand on parle de lait de chamel ou de yak? Oui, alors chaque fromage, évidemment, est jugé avec ses propres critères, et ça aussi, c'est extrêmement important. Et donc, c'est les juges qui ont la toute liberté, et c'est leur pouvoir, d'attribuer la note maximum ou pas. Oui, et d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est quand même assez, je veux dire, pour les producteurs, stressant,
assez pour les juges et pour le public qui est très nombreux, puisqu'on attend quand même 6000 professionnels qui viennent du monde entier, 6000 professionnels qui vont se retrouver et qui vont justement pouvoir admirer et être présents pour les 2 grands concours, le concours de Rodolphe, meilleur fromager du monde, et le concours, puisque je suis coprésident fondateur du Mondial du fromage, donc pour la finale mardi matin. Et il est évident que c'est un booster extraordinaire et que de très nombreux pays sont là et repartent aussi. Vincent, je voudrais qu'on comprenne bien qu'il y a des nations qui sont présentes et qui ne vont jamais, ou je ne sais quand, vendre du fromage en France. Mais repartir dans leur pays, notamment au Kazakhstan, repartir avec une médaille d'or, une médaille d'argent. Mais d'ailleurs, il sera présent l'ambassadeur du Kazakhstan en France, et idem. Voilà, il y a du monde qui s'intéresse et des médias qui s'intéressent du monde entier. C'est comme ça qu'on a fait reconnaître aussi les grands fromages, notamment de Chine, et ça, du Tibet, personne n'y pensait. Et je t'assure qu'il y a des grands fromages au lait de yak qui méritent simplement... Des grands fromages au lait de yak, c'est sûrement meilleur que le beurre rance dans le thé, comme on peut le servir parfois au Tibet ou au Népal. Absolument. Restez avec nous, messieurs Roland Barthélémy et Rodolphe Lemeunier, 2 fromagers à la manœuvre au Mondial du fromage à Tours. On se retrouve dans une minute ou 2. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Messieurs, mesdames, ce matin, on est dans le fromage, on est dans le pot de lait, dans le pot de crème, puisqu'on s'occupe du Mondial du fromage à Tours qui a démarré, qui a ouvert ses portes depuis ce matin jusqu'à mardi soir, avec des épreuves extraordinaires dont on a parlé dans le premier quart d'heure de cette émission, à savoir le concours des produits, qui est un concours des fromages du monde, emmené par Roland Barthélémy, qui est avec nous en ligne ce matin, et le concours de meilleur fromager du monde sous l'égide de Rodolphe Lemeunier, Mob Fromager, qui est avec nous également. Alors c'est de ça dont on va parler ce matin. Ce concours des meilleurs fromagers, ça fait rêver. C'est un peu l'équivalent du, je sais pas moi, je dirais du Bocuse d'Or, tiens, pour citer un beau concours, du Bocuse d'Or pour les fromagers, c'est ça, Rodolphe Lemeunier ? Exactement, on est sur la même lignée de concours avec une multitude d'épreuves, de présentations, de façon à élire le meilleur fromager du monde. Alors vous êtes meilleur ouvrier de France. Comment est-ce qu'on pourrait comparer le concours de meilleur ouvrier de France au concours de meilleur fromager du monde ? Alors, je suis meilleur ouvrier de France et j'ai aussi été champion du monde en 2007. C'est vrai. Et donc, je vais vous expliquer la grosse différence. Un concours de meilleur ouvrier de France se prépare et on peut le passer tous les 4 ans. Oui, d'accord. Un championnat du monde, c'est une fois dans sa vie qu'on a l'opportunité de le faire. Et ensuite, faut être le premier. Meilleur ouvrier de France, vous faites partie, vous êtes un des meilleurs ouvriers de France. C'est ça. Alors que champion du monde, on est là pour gagner. D'accord. Et alors, du point de vue de l'épreuve elle-même, racontez-nous un petit peu que vont devoir montrer ces fromagers pour être sur la première marche du podium. Alors, on a différents types d'épreuves. On a d'abord des épreuves théoriques, QCM, sur la fabrication de fromage, les terroirs, les animaux, les technologies. Comme le meilleur sommelier du monde, pour faire simple, par exemple. Dégustation à l'aveugle, où il faut reconnaître la technologie de fabrication du fromage, la nature du lait, la provenance, l'affinage, le nom. Des épreuves de découpe où avec un temps donné, les candidats doivent nous découper des parts avec des poids précis de 250 grammes. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme comme travail, la préparation des plateaux planches avec la découpe. C'est beaucoup de boulot, sachant qu'en plus les candidats n'ont pas tous les mêmes unités de mesure dans le monde. Bien sûr. Ensuite, et puis c'est selon les fromages, j'imagine. Alors, parce qu'il y a l'œil, évidemment, de celui qui découpe, mais quand on a des fromages qui sont friables, cassants ou au contraire très gras, ça pose des problèmes de découpe. Et le pire, c'est quand on a des fromages avec des trous. Et il y en a, il y en a. Et il y en a un paquet. Des épreuves orales également, où chaque candidat a 5 minutes pour présenter leur fromage coup de cœur à tout le jury. Ça se fait en anglais, Rodolphe ?
Alors, ça se fait en anglais ou en français. D'accord. On a gardé le français qui est la langue internationale de la cuisine. Oui, voilà, en fait. on va dire Et des puis métiers sinon, de bouche. Des métiers de bouche, ouais. Sinon, c'est en anglais, effectivement. Pour un concours international, de toute façon, tout le monde parle anglais. D'accord, bien sûr. Et Puis c'est le ensuite, mondial. C'est mondial, ouais. Une partie d'épreuves de dégustation pour le jury. Donc, on va faire des mariages de goût, on va faire des préparations fromagères. On va présenter des assiettes de fromage type traiteur ou restaurant. Et ensuite, les grosses épreuves artistiques qui vont être la réalisation d'un plateau de fromage. Ah oui. Et puis la réalisation d'un autre plateau décoré uniquement par la manière de découper et de positionner le fromage. Une sorte de chef-d'œuvre, une vitrine de présentation. Là, ça s'apparente un peu à ce qu'on fait au meilleur ouvrier de France. Mais j'imagine aussi que pour remporter l'épreuve de meilleur fromager du monde, il faut être bon partout. On ne peut pas avoir de points faibles. Il faut être vraiment bon partout, il faut être surtout très régulier. Ouais. Et puis ensuite, il faut être capable de défendre notre filière et notre profession, d'en faire la promotion et de la pérenniser. D'accord. Et est-ce que Roland Barthélémy nous parlait il y a un instant de ces milliers de professionnels du fromage et de la laiterie qui vont venir pendant ces 3 jours. Est-ce que c'est ouvert au grand public ? Alors, non, c'est pas ouvert au grand public parce qu'on a souhaité faire un salon professionnel à Tours. Ouais. Mais par exemple, les épreuves, elles vont être relayées en ligne sur des chaînes relayées. YouTube Absolument. Et il faut dire qu'avec Rodolphe, puisqu'on est tous les deux cofondateurs du Mondial, c'est notre bébé, eh bien, c'est grâce à la ville de Tours qu'on a pu créer ce mondial du fromage. Très bien. Et c'est la 7e édition, donc ça fait maintenant 14 ans. Et on est parti de rien. On est parti de rien avec toutes les difficultés. Et surtout, là, voir où on en est maintenant. Ouais. Alors, ce concours met en valeur la ville, la région, la France, l'Europe et le reste du monde, parce que la faculté de ce mondial, c'est de rassembler et de transmettre. Ce sont les valeurs de la guilde des fromagers aussi. Et donc, on est particulièrement heureux et un peu fiers, mais surtout de voir l'engouement que l'on a pu susciter. Alors aussi, ce qu'on a souhaité, c'est qu'on est en province, Vincent. On est en province, donc la location des stands, tout ce qui fait pour un paysan, un agriculteur, des fermiers. On a voulu que les fermiers soient présents. Oui. Et donc, eh bien, c'est pas une dépense excessive pour une valorisation de leur travail, de leur savoir-faire. C'est toujours très compliqué de venir présenter des fromages fermiers ou autres à un concours et j'oserais dire de se mettre au jugement des autres. Alors, on les encourage tant qu'on peut à venir visiter ce mondial pour ceux qui n'ont pas encore fait la démarche de s'inscrire, car c'est l'événement qui a lieu tous les 2 ans à la ville de Tours, cité de la gastronomie, qu'il ne faut pas rater. Oui, alors je dirais pour les esprits surpris ou chagrins qui se disent tiens, un mondial du fromage, c'est bizarre que ça se passe pas en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même la grande région fromagère, les 2 grandes régions fromagères françaises. Mais il faut dire que la Touraine a quand même à faire valoir ses chèvres. La région centre, Val-de-Loire, c'est quand même le royaume des beaux chèvres, avec notamment ce Sainte-Maure de Touraine AOP, qui est un fromage exceptionnel. Alors, parfois les gens l'appellent une bûchette cendrée parce que ils connaissent pas forcément l'appellation, mais des chèvres merveilleux et puis un terroir particulier parce que le fromage de chèvre en France c'est important, Rodolphe, quand même. Oui, c'est très important. C'est même historique depuis l'invasion des Maures et puis de certaines guerres il y a quelques centaines d'années. Ce sont les Sarrasins qui ont amené les chèvres par le sud, depuis l'Andalousie. Oui, c'est ça. Et puis en plus, maintenant, elles sont restées. Culture, elles sont restées, ouais. Exactement. Et elles donnent du lait formidable, qui est moins gras que le lait de vache et a fortiori que le lait de brebis, et très aromatique. Et c'est vrai que ce sont des produits de terroir merveilleux. Je dis ça parce que c'est bien de mettre en avant aussi la Touraine pour son travail fromager. Oui, et puis en plus, il faut savoir qu'une chèvre n'est pas trop difficile sur l'alimentation. Ouais. Donc, ça permet de pouvoir avoir régulièrement tout ce qu'il faut pour nourrir les animaux, que l'on soit effectivement en Touraine ou dans le sud ou dans le nord de la France.
C'est quand même très très facile à adapter. La chèvre, ça mange tout. On sait, c'est la tondeuse à gazon rêvée et la débroussailleuse à la fois. Rodolphe, un mot avant de vous libérer, parce que je sais que vous avez des délégations à recevoir ce matin. Je voulais vous demander, quand on est meilleur fromager du monde, quand on remporte, ça change votre vie? Vous qui êtes champion du monde, est-ce que ça change votre vie professionnelle? Ça change la vie professionnelle, effectivement. Ça fait surtout grandir, ça fait devenir meilleur, et après il faut se mettre au travail, quoi. On est sollicité, et puis comme je disais tout à l'heure, on a à charge de représenter notre profession, de la défendre et de la faire pérenniser. Oui, vous êtes tous les deux à la manœuvre, en tout cas dans ce concours. Encore un mot, Roland Barthélémy. Donc là, dès ce matin, ça y est, ça goûte, ça déguste. Il y a des grandes tables avec des morceaux de fromage, des milliers de jurés qui vont devoir juger. Vous compilerez les notes. Ça, c'est un sacré boulot, le soir venu d'arriver à s'y retrouver dans tous ces produits et dans tous ces jurés. Oui, heureusement, il y a l'aide informatique qui est là, très précieuse. Et puis une bonne équipe, j'imagine, avec vous. Oui, on est particulièrement nombreux. Et donc, les résultats seront proclamés en milieu d'après-midi. Donc, on va très, très vite. Mais moi, ce que je tiens à dire aussi, Vincent, c'est la notion de transmettre. Parce que le mondial du fromage, on a besoin de nouvelles générations de fromagers à tous les étages. Et donc, c'est aussi une vitrine. C'est pour ça qu'on a convié les écoles hôtelières. D'accord. On a convié les CFA, les ICF. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici pour comprendre, pour échanger, parler, de telle façon à susciter des vocations dans ces métiers manuels qui en ont bien besoin. Et le monde agricole, n'oublions pas que c'est l'agriculture qui nourrit l'humain, et la terre nourricière, on doit la respecter. C'est aussi les valeurs que l'on partage ici au mondial. Je disais en début d'émission, la profession de crémier fromager est devenue de nos jours à fromager affineur. C'est le fromager artisanal. Celui qui affine, c'est celui qui mène le fromage jusqu'à son point de dégustation optimum. Merci beaucoup, messieurs. Rodolphe Lemeunier, Roland Barthélémy. Je vous laisse à la manœuvre. Vous avez 3 jours devant vous. Vous êtes dans la cuve à fromage, là. Vous êtes dans le cahier. Et puis, vous en sortirez mardi soir pour la gloire fromagère française et celle du monde entier qui est aujourd'hui, après-demain et demain à Tours pour présenter les plus beaux produits du monde. Bonne journée à vous. Et nous, on se retrouve dans 1 minute. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez hop, on quitte le beau terroir de Touraine avec le mondial du fromage et on va dans une autre région viticole et pas des moindres, puisqu'on est du côté de Reims en Champagne pour découvrir un marché qui se prépare, qui aura lieu le 20 septembre. C'est le marché des producteurs, c'est la 15e édition. Alors il y a toujours un grand chef associé et il est avec nous au téléphone ce matin. Bonjour Christophe Moret. Bonjour Vincent. Comment ça va ce matin du côté de Reims ? Écoute, la météo est belle, c'est un peu venteux mais il pleut pas. Voilà, c'est important, surtout en saison de vendange. Pour les blancs, là, on est en plein dedans. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de se dire que c'est l'autre grand événement rémois à cette période, ce marché des producteurs. Je disais 15e édition, c'est formidable. Oui, c'était maintenant une manifestation qui est ancrée dans le patrimoine des crayères. C'est relayé par la ville. La ville fait aussi ce week-end-là des activités autour du vin et de la nourriture. C'est le festival gastronomique de la ville de Reims. Oui. Donc on en fait partie. Oui, parce que souvent la Champagne, je dirais, le Champagne éclipse un peu les spécialités culinaires et les beaux produits champenois. Il n'y a pas que le Champagne en Champagne. Il y a des belles choses et c'est ce dont on va parler ensemble, chef. Alors vous êtes, je dirais pas nouveau venu, mais presque quand même au domaine des crayères à Reims.
Je suis arrivé il y a 1 an et demi c'est au ça, domaine des Crayères à Reims. Ouais, c'est vrai. C'est encore un tout jeune chef qui est arrivé aux Crayères avec une sacrée expérience. Pour ceux qui vous connaissent pas, Christophe Moret, j'ai envie de... Alors, on vous a souvent qualifié, comme d'ailleurs beaucoup de vos confrères dans cette même situation, vous êtes ce qu'on appelait les lieutenants d'Alain Ducasse. Hein, c'est-à-dire que vous avez fait la principale partie de votre apprentissage et de votre carrière de jeune chef dans le groupe Ducasse, avant de vous émanciper, j'ai envie de dire. Vous avez notamment travaillé, je me souviens que très jeune, vous avez été chez Jacques Maximin au théâtre. Hein, Jacques Maximin qui est un peu l'éminence grise d'Alain Ducasse, ce très grand chef. Et vous êtes je sais pas comment on dit, multi-étoilé, hein, parce que vous les collectionnez, hein, les étoiles. D'ailleurs, au parc, au domaine des Crayères, vous avez aujourd'hui 2 étoiles au guide Michelin. Et c'est pas la première fois, hein, vous en avez eu 3 parfois, 2 parfois, d'autres fois, etc. C'est un peu votre marque de fabrique d'être un chef extrêmement talentueux qui porte son service, son savoir-faire partout où il y en a besoin. Là, vous êtes bien en Champagne ? Je suis super bien. Une belle région, bien accueillie. Je découvre, hein, comme ça fait il y a 1 an et demi seulement que je suis arrivé, donc je découvre beaucoup de choses. Et comme en fait, le champagne, il y a autant de champagne que de vignerons. Donc ça, c'est très intéressant pour moi. Ça nous permet de faire des repas très très poussés, avec des oxydatifs, avec des blancs de noir. Enfin, et vraiment, c'est une belle découverte. Vous portez le nom de Moret comme un très beau village de la Côte de Nuit, Moret-Saint-Denis. Vous êtes bourguignon d'origine ? Malheureusement non, je suis orléanais. Ah bah oui, c'est pas mal aussi, hein, la région Centre-Val de Loire, parce qu'on était à Tours il y a 2 secondes, mais en tout cas aussi une région viticole. Du coup, en Champagne, vous vous sentez pas trop loin de chez vous, hein, c'est un peu des terres aimables et du nord de la Loire. Enfin, vous avez baigné dans la Loire quand vous étiez plus jeune, mais vous rayonnez toujours autour de ce périmètre pas trop sud. Ça vous est arrivé, hein, d'aller dans le sud, hein, on parlait de Maximin à l'instant. Bon, en fait, vous avez voyagé partout en France, c'est un terroir qui vous plaît, là ? Oui, en fait, je trouve que les régions viticoles, c'est très intéressant pour nous. Ouais. En fait, en tant que cuisinier, on a beaucoup de points communs avec les vignerons. Effectivement. Et je trouve que ça nous permet aussi d'élaborer notre cuisine autour de ces vins. C'est très intéressant. Christophe Moret, alors ce marché des producteurs, il est extrêmement locavore. C'était une volonté dès le départ de votre prédécesseur Philippe Mille aussi, de montrer le caractère très locavore de la Champagne, justement parce que le Champagne éclipse un peu tous ces beaux produits. Oui, on a la chance d'avoir de très très beaux producteurs et dans différents domaines, hein, que ce soit des céréales, que ce soit des fruits et des légumes, mais également des jus intéressants. Là, cette année, on a découvert 2 personnes qui vont faire partie du nouveau marché. Oui. Une personne qui fait des piments incroyables, qui est à Prunay. D'accord, génial. Et puis une cidrerie. Ah, donc, du côté de la forêt d'Hôte, là, en descendant vers la Bourgogne, ou pas du tout ? C'est vers Gamay, à Mardeuil. Ah, d'accord. Donc, en terre viticole, un peu. Ouais, c'est intéressant. Ouais, très intéressant. Elle a fait un beau travail sur le cidre et le coin. C'était très, très beau. Ouais. Et là, on est en train de mettre en place un partenariat avec un maraîcher bio, là, qui est pas très loin de Prunay également. Et on a fait les plans de culture pour l'année prochaine. Ouais. C'est intéressant parce que le cidre en Champagne, c'est l'autre bulle, j'ai envie de dire. C'est ça. et en fait, c'est un peu provocateur, mais ça marche très bien. Et ce qu'elle fait est très très bon. Moi, j'aime bien l'idée, hein, de venir un peu chatouiller les grands domaines champenois. Et par exemple, il y a un produit que moi j'adore, c'est le lentillon de Champagne. Exactement. Vous en avez également sur le marché ? Oui, bien sûr. On a le lentillon de Champagne, on l'utilise, on le met à l'honneur même sur notre carte. C'est une lentille qui est rose, hein, qui est petite et rose. Oui, qui est un petit peu rose, mais qui est un peu plus sucrée que la lentille verte, et qui est une belle découverte. C'est vraiment intéressant. Vous l'utilisez, vous, dans votre cuisine aux Crayères ? Oui, en fait, on l'a mis en avant sur notre amuse-bouche. D'accord.
En fait, on fait un amuse-bouche avec un jus de légumes grillés et parfumés à la réglisse et à l'estragon, et un siphon de lentilles, et ça marche très très bien. Ah bah génial, moi ça me donne envie, là, ce que vous me dites là, c'est parfait pour le petit déjeuner du dimanche matin. Christophe Moret, on a l'idée comme cela que le maraîchage, alors évidemment il y a la Champagne est large, c'est une grande région, il n'y a pas des vignes partout, pourtant je me doute que le foncier, ça doit pas être facile quand on a d'aussi grands domaines viticoles que les grandes maisons de Champagne, et je me dis pour un maraîcher, acquérir des terres pour faire pousser des carottes et vendre des navets, on les vend pas au prix des chardonnays, hein. Non, mais on a la chance en fait d'avoir. Alors c'est drôle, c'est beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Oui. Et qui en fait se sont lancés. Le gars des piments, c'est tout à fait ça. C'est un ancien informaticien. Il a arrêté il y a 2 ans. Il s'est lancé dans les piments. Ce qu'il fait, c'est remarquable. Oui. Et le deuxième que j'ai découvert là, c'est pareil. C'est une reconversion professionnelle. Et ça fait 10 ans qu'il fait du maraîchage bio. Oui. Et il n'a pas osé venir nous voir avant parce qu'il trouvait qu'il n'était pas encore au niveau, et il trouvait qu'il allait manquer de qualité, de régularité. Et là, en fait, on a été le visiter. C'est lui qui nous a contactés, et en fait, on va lancer ce partenariat avec lui. Mais en fait, le maintien, vous savez, les AMAP, quelque chose qui me tient très très à cœur. Ah oui, c'est formidable ça. Et la MAP, en fait, c'est ce qui permet aussi, quelque part, de pouvoir donner une sécurité à ses partenaires pour qu'ils puissent avancer dans leur production. Mais qui dit AMAP dit personne qui cuisine, parce que quand on touche une caissette, une petite cagette de son AMAP, il y a un peu de tout, il y a ce qu'il y a, c'est-à-dire on a les légumes de saison, et encore faut-il savoir les préparer, donc ça demande quand même un savoir-faire. Vous serez là pour conseiller ceux qui seront là sur le marché? Avec plaisir, mais c'est surtout entretenir une curiosité, sinon on tombe toujours dans une routine, et la routine c'est lassant. Donc, moi, je trouve intéressant d'avoir ces caissettes de légumes parce que ça nous provoque et ça nous permet aussi de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, maintenant, à notre époque, avec Internet, c'est facile. Les gens, ils vont sur Internet, ils regardent. Et il faut juste avoir envie de. Oui, avoir envie et puis un petit peu de temps, et puis parce que c'est souvent prendre sur ses loisirs. Moi, j'adore, vous le savez, cuisiner, mais ça veut dire laisser un peu tomber le téléphone, laisser tomber un peu les écrans, laisser tomber un peu éventuellement du temps de loisir mal employé parfois, et puis faire les courses et puis faire la cuisine, quoi. Et c'est aussi, nous sommes des consommateurs. Oui. Les consommateurs de nos choix dépendent beaucoup de choses. Donc on peut pas se plaindre de la malbouffe si on se dit pas qu'on va essayer de faire aussi de notre si on n'est pas un peu acteur, c'est sûr. Alors, je trouve bien. Pour faire simple, comment ça va se passer? Où seront les stands le 20 septembre? Alors, en fait, on a un grand parc de 7 hectares et il y a une 40aine de stands qui seront répartis dans tout le parc. Et c'est un marché, donc c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, et ça nous permet d'accueillir, l'année dernière, on a accueilli 6000 visiteurs. Ah oui, d'accord. Mais et du coup, mais c'est vrai qu'il y a l'espace autour des crayères, autour des bâtiments. Le parc est gigantesque, et du coup, les plus chanceux penseront peut-être à réserver leur déjeuner pour faire la pause à un moment donné. Oui, alors en fait, il y aura des stands où on peut acheter de la nourriture. D'accord. En fait, le but, c'est un peu de de mettre street en contact. food. Oui. Ouais, voilà, c'est de mettre en contact nos producteurs et nos partenaires, de façon à ce que les gens aussi puissent goûter leurs produits et après aller acheter chez eux. C'est une vitrine pour eux et c'est un partenariat et c'est une façon aussi de les remercier de leur engagement à l'année avec nous. 6000 personnes l'année dernière, donc. Vous espérez en avoir un petit peu plus cette année? Écoutez, tout dépendra de la météo. C'est extrêmement météo dépendant. Comme tous les marchés de France d'ailleurs, quand on fait son marché, et souvent une fois dans la semaine, les pauvres exposants, enfin ceux qui sont les commerçants, sont très très météo dépendants. Mais bon, il faut s'armer d'un parapluie autrement, et puis voilà. Exactement. Samedi, il y aura une animation avec un orchestre jazz. Nous, on va faire un atelier cuisine avec un de mes sous-chefs qui va animer un atelier pour les enfants. Il y aura un atelier pâtisserie également avec Rosalie Boucher. On essaye de le rendre vivant, interactif.
Bon, rendez-vous dans le parc des Crayères samedi prochain, le 20 septembre, à Reims, pour découvrir à la fois tous ces produits champenois qu'on ignore le plus souvent, et puis il y aura peut-être quand même quelques bouteilles de champagne à rapporter, enfin j'imagine, hein, on n'est jamais loin. Merci Christophe Moret, très belle semaine à vous. Allez, on se quitte encore 1 minute et on va cuisiner ensemble puisque Christophe Moret en parlait. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Je vous l'avais promis, la voilà, la nouvelle rubrique de l'émission. On va parler cuisine tous les jours, enfin tous les dimanches dans l'émission. Le dernier quart d'heure sera consacré à on va dire une recette ou un plat ou quelque chose qui m'a tapé l'œil. Et on appellera un chef tous les dimanches pour se parler cuisine. Parce que je sais que vous aimez cuisiner. On donnera des recettes. Voilà. Et on inaugure cette belle rubrique avec un excellent cuisinier et pas seulement, puisqu'il est aussi charcutier. Et j'ai avec moi ce matin au téléphone David Baroche de la brasserie Baroche à Paris. Bonjour David. Bonjour Vincent, je suis ravi de faire d'inaugurer cette nouvelle séquence. Alors, on va le faire en live et rien dans les mains, rien dans les poches. Moi, je dis tout. Je vais vous dire pourquoi j'inaugure avec vous. Parce que ça va marcher comme ça. Je regarde les réseaux sociaux et notamment Instagram, où je suis très actif, et je regarde ce qui me plaît. Quand je vois une recette, un truc cuisiné qui me tape dans l'œil, hop, j'appelle le chef et je dis tiens, on va faire ensemble la recette à la radio. Alors ça m'a tapé dans l'œil la semaine dernière là, j'ai vu vos petits farcis, David. Oui. Et là, ah oui, non mais ça, c'est parfait ça, parce que évidemment, ça c'est des recettes de saison. Et comme on est sur la fin de l'été, avec tous ces beaux légumes du soleil qu'on peut encore utiliser, mais qu'il y a déjà ce côté un peu mijoté, cuisson, plat chaud de l'automne qui s'annonce, je pensais que c'était parfaitement de saison les petits farcis. Ça fait longtemps que vous en faites ? Mais moi, je fais toujours des petits farcis à la fin de l'été parce que effectivement, on ramasse encore les belles tomates du jardin. D'ailleurs, c'est là que je trouve qu'elles sont le meilleur. Ah bah ouais. On a des courgettes rondes. On a fait des aubergines. Pardonnez-moi, courgettes, tomates, poivrons, j'imagine. Farcis. Ouais. On peut faire des poivrons, bien sûr. Ouais. Et on peut surtout, c'est un plat assez facile à faire. On a toujours des restes de poulet, on a toujours des restes pot-au-feu. Pas moi, Moi, j'ai pas beaucoup de restes, David. Ou alors, il faut que je prévoie large, mais c'est souvent ce qu'on fait. Excusez-moi de vous interrompre là-dessus, parce qu'on dit on a des restes. Pas toujours, mais on peut prévoir large. Par exemple, moi, quand je fais un pot-au-feu, j'en fais toujours un peu plus pour le hachis parmentier, pour les petits farcis, pour le chou farci, enfin voilà, pour avoir du bœuf cuit. Il vaut mieux prévoir. Il vaut mieux prévoir, mais je pense que la recette de base, en fait, elle a été construite comme ça, tout simplement. Oui, bien sûr. Voilà. Et pour la ménagère, c'est très facile. Il reste un peu de poulet cuit. On va faire une farce. On peut bien sûr y ajouter du cochon cru pour lier cette farce. Parce que c'est quand même le produit qui va apporter du moelleux. Alors, excusez-moi, mais vous êtes charcutier traiteur, en même temps que cuisinier. Donc, je comprends votre propension à mettre du cochon. Et j'adore ça d'ailleurs. C'est vrai que le cochon, avec son côté un peu gras, parce qu'on prend quand même des morceaux qui ont du gras, j'imagine, pour pas que ce soit sec. De la poitrine. Voilà. Ça va lier, ça va donner du corps à la farce qui va pas se déliter, parce que si on y met que du bœuf maigre, c'est sûr que ça se tient pas. Oui, puis ça va être un peu sec, alors que c'est vraiment un plat, comme on va lui donner une deuxième cuisson, voire même une troisième, parce que les petits farcis, c'est un plat qu'on peut réchauffer. Oh bah oui, alors. Nous apporter quelque chose, du moelleux. Ça peut aussi être de la mie de pain, trempée dans du lait pour apporter du moelleux à la farce. Alors, parlons de la recette. Alors, j'ai bien compris que chacun sa farce, selon les restes, et comme vous le disiez, mais il y a quand même des passages obligés. Premièrement, il faut avoir un hachoir et non pas un cutter. C'est mieux. C'est mieux d'avoir un hachoir. Ou alors, on peut demander à son boucher ou à son charcutier de hacher des morceaux de viande fraîche. Mais bien sûr.
On peut prendre ce qu'on appelle communément la chair à saucisse, qui peut très bien faire l'affaire pour faire notre farce avec nos restes. Mais si on a par exemple un reste de veau ou de pot-au-feu et qu'on veut le mélanger avec de la chair à saucisse crue, on peut mélanger viande cuite qu'on va hacher comme on peut parfois, voire même dans une petite moulinette ou au couteau, et le mélanger avec la viande crue de porc. Mais oui, et puis on peut, à ce moment-là, si on a peur que ça ne fasse pas, que ce soit pas bien homogène, on peut y rajouter un œuf. Ah voilà, pour lier, encore une fois. On peut faire, c'est vraiment une recette. Moi, je sais que je vide d'abord tous mes légumes. Je récupère donc l'intérieur des légumes. Ah, j'allais vous demander. Voilà, oui, je ne jette rien dans cette recette. Je mets un petit peu d'oignon dans le fond de ma cocotte avec un petit peu de beurre ou un peu d'huile d'olive, donc on fait légèrement colorer. Ensuite, je rajoute tous mes légumes, c'est-à-dire l'intérieur de mes tomates hachées, ou en brunoise, quoi. Enfin, oui. Oui, c'est ça, coupé en petits dés. Ouais. Et vous les faites revenir, vous les faites suer? Oui, je les fais suer. Ça me fait une belle mirepoix de légumes. Ensuite, cette mirepoix, je la mets à refroidir. Certains, si on aime ça, on peut rajouter du vin rouge et réduire à sec le vin rouge. Ça va apporter une très bonne saveur à la farce. Ensuite, on le met au frigo, toujours mélanger les éléments à froid, c'est quand même important. Et puis ensuite, on rajoute ces légumes dans la farce de viande. Et dans quelle proportion, vous diriez? Un temps pour temps, pratiquement? Non, ça fait un peu trop. Un peu trop de légumes? En légumes, je mets un tiers. Un tiers de légumes pour 2 tiers de farce de viande? Oui. Et on réassaisonne avant de farcir nos légumes, je sais pas moi, avec de l'oignon cru, du persil, de l'échalote, de l'ail éventuellement? Moi, je remets pas de tout. Alors, de l'ail, oui, dans ma préparation de légumes. D'accord. Ensuite, l'intérieur de mes légumes, je les assaisonne de sel, de poivre, un petit peu d'huile d'olive. Est-ce qu'on les précuit? Parce que je sais que par exemple pour les poivrons ou même parfois pour les tomates, un coup d'huile d'olive, puis on passe déjà au four pour quelque part les précuire, non? Il y a plusieurs écoles. Moi, le petit farci, je le farcis directement avec ma farce. En revanche, après, je le cuis assez vif parce que j'aime en fait quand le dessus du petit farci est légèrement croûté. Ah ouais, oui. On a cette caramélisation. D'accord. Donc, mon petit farci, je les cuis assez fort. Je les cuis pas longtemps. Je les cuis, 15-20 minutes. D'accord. À 200 degrés. Attention, ah oui, d'accord. Je vais fort. Du coup, ma tomate, elle est saisie. Elle n'a pas le temps de rendre son jus. La courgette est à peine cuite. Le champignon est parfait. Et je me régale. Et vous la cuisez sans le chapeau, la tomate, et vous le remettez après, ou comment est-ce que vous faites? Ça, il y a plusieurs écoles. Hein. mais c'est la vôtre, moi, que je veux entendre. Chapeau, je mets pas de chapeau. Parce que le chapeau, bien souvent, il va roussir. Et puis il va empêcher la réaction de Maillard en surface, quoi. Oui, moi le chapeau, il est coupé en cubes et il est mis dans la farce. D'accord. Autre question, mais moi j'ai plein de questions sur le farci, parce que ça a l'air de rien, mais chacun a sa recette, mais moi c'est la vôtre qui m'intéresse. Chapelure ou pas sur le dessus de la farce? On peut, si on veut, mais moi je n'en mets pas. Oui. Parce que la chapelure, ça a pour effet évidemment de donner un petit croustillant, oui. Et puis peut-être de boire l'excès de gras parfois aussi. Oui, et puis, alors moi, j'en mets pas. En revanche, c'est vrai qu'à la fin de la cuisson, mes légumes ont rendu du jus, la farce aussi. Oui. Et alors là, par contre, on a un très très bon jus dans le fond de la cocotte. Oui, et puis qui doit caraméliser quand même. Oui. C'est ça qui est bon. Alors en fin de cuisson, mon petit secret, c'est effectivement, je retire mon plat du four et j'arrose mes petits farcis avec le jus du fond de mon plat. Vous disiez plat, mais on peut le faire soit en plat, soit en cocotte ouverte, en cocotte de fonte dans le four. Tout à fait. Mais ouverte, absolument, parce qu'il faut que ça saisisse. On a bien compris que le dessus, autant le dedans doit être moelleux, mais il faut que ça soit un petit peu coloré, pour être bien. Alors, encore une question ou deux. Moi, vous connaissez ma passion pour les pommes de terre. Alors, patates farcies ou pas? Patates farcies, bien sûr, mais attention. Patates farcies, pré-cuisson. Ah oui. Ah oui, là, il faut les blanchir. Il faut les blanchir un petit coup pour les attendrir, parce que sinon, on va avoir une patate qui est, à mon sens... Trop ferme.
trop ferme. Ah bah oui, vous cuisez très vite, alors évidemment. Voilà, du coup, on la creuse avant de la faire cuire à la vapeur ou à l'eau, ou alors on fait ça délicatement après? Moi, je la creuse avant. Ouais. Ensuite, faites une barquette, quoi. Ouais, on peut même la cuire au four comme ça. D'accord, parce qu'elle va croûter un petit peu, comme une pomme de terre qu'on va faire au four. C'est ça. Et puis, à mi-cuisson, je l'enlève, je la farcis, et puis je la remets au four. Et puis avec l'intérieur, je fais une petite mousseline de pommes de terre. Bon, bah écoutez, ça nous a bien ouvert l'appétit pour cette première rubrique de cuisine. Je vous le dis, tous les dimanches, on aura comme ça un chef, un cuisinier ou même un charcutier. Lui, il a les 2 casquettes, David Baroche, Brasserie Baroche à Paris, pour vous donner les meilleures recettes de saison. Ce matin, c'était les petits farcis. Merci David, bonne journée. Ça m'a donné bien faim. Les amis, il est 11h bientôt, là, on va aller s'acheminer gentiment vers les informations, puis après vous retrouverez comme tous les dimanches le meilleur des chevaliers du fiel. On va se taper des barres, comme diraient mes filles. Allez, à tout à l'heure avec les chevaliers du fiel, et puis nous on se retrouve dimanche prochain dans Ferniaud fait le marché. Bon appétit à tous et bon dimanche sur Sud Radio. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.